Merci d'être ici parmi nous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Martin Goyette, je suis le responsable de la chaire de recherche Crevage et je suis aussi le chercheur responsable d'un projet de recherche sur le passage à la vie adulte des jeunes placés, une étude longitudinale qui s'implante partout au Québec en ce moment et qui s'intéresse à la sortie de placement des jeunes qui sont placés. Alors, je suis particulièrement heureux et honoré d'accueillir nos invités aujourd'hui parce que, comme vous le savez, pour la plupart, c'est une collaboration qu'on entretient avec l'équipe qui est dirigée par Isabelle Frochon depuis une dizaine d'années. Donc, Isabelle a implanté de très nombreux projets de recherche en France qui s'intéressent aux transitions à la vie adulte des jeunes et à la question de la transition à l'adulte des jeunes placés. Et c'est elle qui est la chercheure principale, la chercheure responsable du projet qu'on appelle le projet sœur. On pourrait dire en fait le projet mère, parce qu'il s'est implanté avant le nôtre. Et ils vont nous parler du projet d'études longitudinales qui a été implanté en France. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et puis merci à Martin et à Naïma pour avoir organisé cette réunion. C'est l'occasion pour nous de pouvoir vous présenter quelques résultats de cette étude. C'est une étude, ça fait depuis 2007 que le projet ELAP existe, donc maintenant ça fait un bon bout de temps, et parce que voilà, nous, on a pris beaucoup de temps aussi pour mettre en place ce gros projet. Et on avait des données pour débuter ce travail-là qui étaient inexistantes et qu'il fallait qu'on recueille sur des dossiers archivés dans un premier temps pour savoir voilà, quelles étaient les trajectoires, les parcours de prise en charge des enfants placés. On avait beaucoup de mal à le faire avec des données, je dirais, des données de statistiques publiques. Donc on a vraiment travaillé à plusieurs phases avant de monter ce projet. Donc là, l'idée, c'est de vous faire une présentation en 3 temps. Moi, je vais plutôt, alors pas nécessairement dans un bon ordre, donc je vais commencer par présenter les résultats, je dirais, de la sortie qu'est-ce qu'on peut dire de la sortie de placement sous un angle qui est un angle lié à notre politique de protection de l'enfance en France, où nous, on a la possibilité pour les jeunes de pouvoir, où les jeunes peuvent poursuivre une prise en charge jusqu'à leur 21e anniversaire. C'est le contrat jeune majeur, donc je vais vous donner des résultats là-dessus. Après, Céline va plutôt parler du parcours scolaire sous l'angle du genre, et Lucie va faire plutôt un retour sur le terrain d'ELAP. Et je pense que pour vous qui débutez justement ce terrain-là, ces jours-là, ça peut être aussi riche d'enseignements. Donc, en gros, il faut peut-être présenter un peu le contexte en France je dirais, de la transition à la vie adulte des jeunes en général. On sait que de toute façon, c'est une période qui a tendance à s'allonger et surtout qui est de plus en plus sous la dépendance. La dépendance des parents, les jeunes sont encore très dépendants dans le sens au moins financier de leurs parents tant qu'ils n'ont pas, leurs propres revenus. Et plus je dirais le parcours scolaire s'allonge et plus on fait des études et plus cette dépendance vis-à-vis des parents est importante. Il n'y a pas de revenus, les bourses, il en existe, mais elles sont aussi sous condition de revenus des parents, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées aux parents dans la politique de protection de l'enfance. On est aussi dans une période de crise économique où finalement l'entrée dans la vie professionnelle devient un petit peu compliqué, et en tout cas c'est un temps qui a tendance à se rallonger, notamment pour ceux qui sont sans bagage scolaire, qui n'ont pas encore de diplôme ou qui ont des diplômes peu élevés. Alors, pour les jeunes en protection de l'enfance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous, en protection de l'enfance, on peut être pris en charge jusqu'à leurs 18 ans, et à 18 ans, on bascule sur un autre système de protection, tout en pouvant toujours
poursuivre dans le même lieu de placement. C'est ce qu'on appelle le contrat jeune majeur. En fait, c'est une aide qui date de 1975, c'est-à-dire qu'en 1974, il y a eu l'abaissement de l'âge de la majorité de 21 à 18 ans, et on s'est dit qu'allons-nous faire pour protéger ces jeunes qui auraient été pris en charge jusqu'à 21 ans parce qu'ils étaient encore mineurs, mais d'un seul coup ils basculent dans la majorité et il faut encore les protéger. Et à ce moment-là, cette aide était clairement pour tous les jeunes sans véritable condition. Au fil des années, notamment je dirais dans les années 80, on a eu un rapport public où déjà on a vu un basculement de l'aide vers une aide contractuelle, une aide de plus en plus par projet, c'est-à-dire que finalement tous les jeunes n'accèdent pas au contrat jeune majeur et là depuis 2002, encore plus depuis 2007, on a tendance à restreindre l'enveloppe budgétaire de l'aide au contrat jeune majeur, et avec cette restriction de l'aide budgétaire, on a tendance à resserrer de plus en plus les conditions pour rentrer dans l'aide au contrat jeune majeur. Donc en vous donnant les résultats de l'étude, je vais pouvoir aussi vous expliquer finalement quelle est cette aide et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps de prise en charge entre 18 et 20 ans révolus. Donc en période de restriction budgétaire, sur tout ce qui est politique de protection de l'enfance, les juges des enfants, les départements, notre politique est départementalisée, c'est les départements qui payent les mesures, ont très peu de moyens de faire baisser le nombre de placements des mineurs. En revanche, la variable d'ajustement, elle est vraiment sur les 18-20 ans. Et elle se joue de différentes manières. Il y a des départements qui arrêtent complètement, qui font une politique où on arrête tous les contrats jeunes majeurs. En ce moment, c'est vraiment un cas qui existe. D'autres qui font des contrats jeunes majeurs de plus en plus courts et conditionnés à de plus en plus de projets. Alors on va voir sur quel type de projet, mais de projets d'insertion pour les jeunes. Donc ça met aussi les jeunes de temps en temps dans des angoisses de savoir est-ce que mon aide va être conduite, parce que pour moi c'est aussi pouvoir avoir un toit, pouvoir être protégé, et on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors ce que je voudrais juste vous proposer aujourd'hui, c'est un des résultats que l'étude EDAP peut apporter, mais il y en a évidemment plein d'autres. C'est justement dans cette période d'allongement de la jeunesse, quels sont les apports, mais aussi les limites de cette aide par contrat. Et pour ça, je voudrais juste vous présenter qui sont les jeunes qui en bénéficient et qui sont ceux qui n'en bénéficient pas. Que se passe-t-il pour ces jeunes qui vont bénéficier, c'est-à-dire comment on prépare les jeunes à la sortie de placement, parce que c'est quand même dans l'idée d'une anticipation à la sortie de placement, comment ils sont préparés à ça et quel devenir pour les jeunes sortis selon leur situation face à cette aide. Alors revenons un petit peu sur ELAP. ELAP, ça date de 2007 et effectivement le gros projet ELAP, c'est études sur les adolescents placés. Mais avec ELAP, on peut écrire d'autres choses. Et donc maintenant, sur ce volet-là, c'est études longitudinales sur l'accès à l'autonomie après le placement. On avait vraiment pour objectif de dépasser les études sur le devenir adulte telles qu'elles étaient faites jusqu'à présent, où c'était un service, un foyer par exemple, qui demandait que sont devenus nos jeunes, ou un service de famille d'accueil, et à chaque fois c'était toujours filtré par l'institution qui les accueillait. Et là il nous fallait, pour dépasser certains résultats sur le devenir, je prends un exemple, on fait une étude sur un foyer qui accueille que des jeunes filles qui en plus de ça ont des difficultés par exemple de délinquance. Ah, effectivement, on risque de trouver peut-être plus de jeunes qui sont parmi elles, qui ont des problèmes de délinquance à l'âge adulte, mais on filtre totalement la population. Donc on voulait dépasser cette vision, je dirais, très centrée sur un établissement et un projet de service, et on voulait mieux connaître les conditions de vie des jeunes
un peu avant et un peu après la sortie de placement. On a réalisé cette étude, alors bon, en France on a 150 000 jeunes placés. Donc on ne pouvait pas le faire sur l'ensemble des départements, c'est déjà un travail gigantesque, parce que pour tirer un échantillon représentatif, Lucie va revenir dessus, il faut avoir les bases de données des départements. Donc là, ça veut dire qu'on a fait tout un travail je dirais, de partenariat avec 7 départements. Les 7 départements représentent, ce sont des très gros départements en France, hein, il y en a 100, mais ceux-là, les 7 de notre enquête représentent 27% des jeunes qui sont pris en charge entre 17 et 20 ans. Donc c'est déjà pas mal. On a maintenant un échantillon véritablement représentatif de l'ensemble des jeunes pris en charge en protection de l'enfance entre 17 et 20 ans. On a réalisé 2 vagues d'enquête, une où ils avaient justement 17-20 ans, révolus jusqu'au 21e anniversaire, ils ont été tirés au hasard et c'est vraiment dans la même veine que ce que Martin propose aussi dans ce projet. Et 18 mois plus tard, on en a réinterrogé, mais un certain nombre, on va vous expliquer pourquoi. Par la suite, on a aussi réalisé, Lucie notamment, a réalisé un suivi passif à partir des bases de données pour connaître un petit peu le devenir des jeunes qui, 18 mois plus tard, n'étaient toujours pas sortis de placement. Et donc, avoir vraiment savoir juste à quel âge ils sortent de prise en charge et quelle est la fin de leur parcours de prise en charge sur l'ensemble des jeunes de l'échantillon. Et on continue, nous, on ne fait que 2 vagues en quantitatif et on continue en qualitatif. Donc on a déjà fait une 3e vague en qualitatif auprès de 100 jeunes, toujours qui ont répondu à V1, V2 et qui maintenant sont interviewés en qualitatif. On n'a pas du tout les mêmes résultats, hein. On ne recherche pas la même chose non plus en qualitatif qu'en quantitatif, mais ça permet aussi de compléter beaucoup de choses de ce qu'on peut voir aussi en quantitatif. C'est assez intéressant et c'est réalisé avec un groupe entre 10 et 15 chercheurs. Ce sont les chercheurs qui font les entretiens. Et donc c'est une étude qui a été réalisée avec l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Sans eux, on n'aurait pas pu mettre en place une telle machine. Et en partenariat aussi avec le laboratoire Printemps, où Céline et moi-même nous faisons partie. On a aussi recherché des sous. Le plus gros financement est un financement recherche. Donc c'est l'ANR, hein, c'est l'Agence nationale de recherche qui a financé le plus gros du coût de l'enquête. Mais on a eu aussi des partenaires de l'adresse et de la DGCS qui sont affiliés au ministère de la famille et des ministères qui sont raccordés à la protection de l'enfance, l'INED, et après ce sont des fondations qui ont aussi financé l'Agence nationale des maisons d'enfants à caractère social, qui s'est aussi intéressée au projet, c'était intéressant. Et l'ONED, c'est l'ONED, c'est l'Observatoire national de l'enfance en danger, et là, c'est moyennant un appel à projet, on fait des analyses, on arrive à avoir de l'argent comme ça. Et donc, une partie d'entre nous, mais Martin l'a dit, je ne vais pas revenir dessus, continue aussi à avoir un grand intérêt pour l'idée d'avoir une étude comparative France-Québec, parce que certaines choses qui nous semblent peut-être un petit peu exotiques quand on regarde des comparaisons France, enfin l'ensemble des jeunes en France et les jeunes pris en charge, finalement on pourrait retrouver certaines formes de comparaison avec des jeunes qui sont pris en charge ailleurs. Donc ça peut être aussi intéressant de comparer. Alors, l'échantillon en 2 vagues. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai juste besoin de revenir un peu là-dessus pour vous expliquer mes analyses par la suite. Donc, on a interviewé en tout 1622 jeunes en première vague d'enquête. Il faut savoir qu'on comptait en atteindre 1500. Et
ce qui se passe, c'est qu'on a eu plutôt plus de chance, pas de chance, mais plus d'intérêt pour que les jeunes puissent... les jeunes avaient vraiment envie de répondre à l'enquête. On a eu beaucoup de travail à faire, d'information, de communication avec les personnes qui travaillaient auprès de ces jeunes, puisqu'ils sont placés en première vague, pour leur expliquer que c'était juste une étude qui était en plus anonyme, qu'on n'allait pas faire des analyses sur leur service particulièrement, mais qu'on voulait regarder les processus d'entrée dans la vie adulte des jeunes placés en général. Mais une fois qu'on atteignait le jeune, on arrivait vraiment à avoir un accord de sa part pour répondre à l'enquête. Et donc, on en a fait un peu plus que 1500, 1622 jeunes. Parmi ces 1622 jeunes, il y en a 100 qui ont refusé de poursuivre, qui ont dit, ben non, on leur pose la question. Et sinon, tous les autres ont accepté. Donc, c'est vraiment un taux particulièrement intéressant. En gros, sur les 3/4 des jeunes, sur 100 jeunes qu'on voulait atteindre, on en a eu 75, donc c'est beaucoup. Fort de cette première vague d'enquête, on s'est dit il fallait pouvoir continuer à les suivre et donc les rappeler régulièrement. Lucie reviendra là-dessus. Et on s'est dit que c'était très lourd humainement et donc on allait prendre plutôt un sous-échantillon de la première vague pour la seconde vague d'enquête. Donc en fait, les jeunes qui avaient entre 18 ans et 19 ans et demi ne font pas partie de la seconde vague d'enquête. Ils ont fait que la première vague. Nous nous sommes intéressés à la fois à tous les jeunes qui en première vague avaient 17 ans, parce que eux, ils allaient passer le cap du contrat jeune majeur, et ça nous intéressait de savoir qui allait bénéficier d'un contrat jeune majeur et qui n'allait pas en bénéficier. Et tous les jeunes qui avaient entre 19 ans et demi et 20 ans en première vague, eux, ils ont tous atteint 21 ans, donc ils sont tous sortis. Voilà, c'était le but, puisqu'on regardait quand même savoir si ces jeunes allaient sortir ou pas. Donc, parmi ces jeunes-là, 18 mois plus tard, quand on les a vus, parmi les jeunes de 17 ans, 60% étaient encore pris en charge et 40% étaient sortis de prise en charge. Et parmi tout cela, à part 1%, il peut y en avoir quelques-uns qui prolongent un petit peu vers la fin, mais c'est de manière très marginale, ils sont tous sortis de prise en charge. Donc au total, on en a réinterviewé 756 qui, en gros, on a perdu de vue, ou des jeunes qui, à un moment donné, voulaient bien, ne voulaient plus. Quand on a essayé de les atteindre, on a retrouvé quand même 75% de l'échantillon initial qu'on souhaitait atteindre. Alors, un autre point important, c'est qu'en protection de l'enfance en France, nous avons les mineurs isolés étrangers ou les mineurs non accompagnés. C'est un phénomène qui était particulièrement important sur les départements. Alors, je ne vous ai pas cité les départements, mais il y en a 5 d'Île-de-France et les 2 du Nord-Pas-de-Calais. Donc maintenant c'est les Hauts-de-France, il y en a 3, mais à l'époque c'était le Nord-Pas-de-Calais. Et donc on avait une proportion de mineurs isolés étrangers particulièrement importante qui était vraiment liée à l'arrivée du recueil de données juste à un moment où ces départements-là avaient eu beaucoup de mineurs isolés étrangers à s'occuper. Depuis, il y a une loi qui fait que les mineurs isolés étrangers, lorsqu'ils arrivent, ils sont davantage accueillis dans tous les départements. Mais à cette époque-là, ils étaient fortement accueillis en Île-de-France et dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc 27% des... c'est 27... oui, 27% des jeunes de 17 ans étaient des mineurs isolés étrangers. Et ceux-là, ce sont des 30% des 18-20 ans sont des mineurs isolés étrangers, enfin des anciens mineurs isolés étrangers, des jeunes majeurs isolés étrangers. 89% des MIE sont des garçons. Donc je dirais qu'on a plus de garçons que de filles dans la population des jeunes de 17-20 ans pris en charge, mais c'est totalement lié aux mineurs isolés étrangers. Quand on regarde parmi les non-mineurs isolés étrangers, on a 50-50 de filles et de garçons, et là on a un peu plus de filles que de garçons. Alors,
qui sont ces jeunes pris en charge à 17-20 ans? Un des points importants, c'est de savoir qu'ils peuvent être accueillis pour des difficultés avec leurs parents. Ils peuvent être accueillis parce qu'ils ont peu de relations avec leurs parents, mais quand ils sont accueillis à n'importe quel âge, mais je crois que c'est 70% des jeunes de 17 ans, dans une génération d'enfants placés, 70% des jeunes sont toujours présents à 17 ans. C'est-à-dire qu'ils arrivent à n'importe quel âge, mais ils en sortent rarement avant leur 18e anniversaire. Et ça, c'est au fil des années, les liens ont pu se déliter aussi avec leurs parents, où il y a eu de plus en plus de difficultés à entretenir les liens parentaux, où il y a eu de plus en plus de difficultés d'orphelinage aussi. Et si bien que l'entourage familial, à cet âge-là, est très affaibli. Parmi les jeunes qui ont répondu à l'enquête, 38% n'ont plus aucun contact avec leur mère et 59% avec leur père. Donc c'est un point qu'il faut aussi prendre en compte, puisqu'on sait, comme je vous ai dit, que la transition à l'âge adulte se faisait totalement avec l'entourage familial et notamment l'entourage parental, en tout cas en France, à ces âges-là. On a très peu d'aide hors contrat jeune majeur. Donc un peu plus les mineurs, un peu plus parmi les mineurs isolés étrangers. Donc là je vous ai mis les non-MIE. Effectivement, ceux-là sont un peu moins sans lien avec leurs parents, mais on voit bien quand même qu'il y a des proportions particulièrement importantes. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et finalement, à cet âge-là, chez nous en tout cas, ce n'est pas la mauvaise entente ou un problème de conflit avec les parents, mais c'est plus qu'il n'y a plus du tout de lien avec eux. Donc c'est aussi à avoir en tête pour la sortie de prise en charge. Mais ça, c'est mère et père. En fait, on a aussi beaucoup de jeunes qui ont la moitié des jeunes qui ont un lien avec au moins un des deux parents. Soit c'est le père, soit c'est la mère. Donc lorsqu'on regarde sur au moins un des deux parents, on a la moitié s'entendent de très bien correctement avec au moins l'un des deux parents. Et c'est la même chose pour les mineurs isolés étrangers que les non-mineurs isolés étrangers, pas pour les mêmes raisons. Si on prend en population générale du même âge, c'est 92% qui s'entendent de très bien et correctement avec au moins un de leurs parents. Donc vous voyez quand même que les proportions ne sont pas du tout les mêmes. On leur a posé des questions sur éventuellement, voilà, on sait, vous avez été pris en charge, il faut prendre en considération aussi la spécificité de l'entourage familial. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont joué un rôle de parent pour vous au cours de votre enfance et de votre adolescence? Et les 3/4 ont cité au moins un autre référent parental que leurs parents biologiques. Ces référents parentaux, 41% sont de l'entourage familial et plutôt oncles et tantes que grands-parents. Et pour l'entourage extrafamilial, 59% sont de l'entourage extrafamilial et principalement les familles d'accueil plus que les éducateurs, même si les éducateurs ressortaient. En population générale, au lieu d'avoir 75% qui citent un autre référent parental, c'est plutôt 21% et ils sont principalement issus de la sphère, 84% sont issus de la sphère familiale. Alors, où sont-ils pris en charge au moment où on les interviewe selon leur âge, 17-20 ans? Donc, c'est très fortement lié aux politiques départementales. Il y a des départements qui développent énormément les familles d'accueil et d'autres qui vont développer beaucoup plus l'accueil collectif, les foyers. Ces départements ruraux, notamment, développent davantage les familles d'accueil. À 17 ans, quand ils sont encore mineurs, 42% sont pris en charge dans un type de placement dit familial.
soit familles d'accueil en très grande majorité, donc ce sont des assistants familiaux professionnels qui s'occupent des enfants, soit des tiers dignes de confiance, c'est-à-dire que ce sont par exemple des oncles, des tantes qui accueillent l'enfant. Vous voyez que c'est très très peu développé chez nous. Soit des lieux de vie. Alors les lieux de vie, c'est des types de prise en charge, c'est des toutes petites structures qui ont plus une forme d'accueil familial où, par exemple, ils sont accueillis par projet, c'est-à-dire un projet autour du cheval, un projet autour du cirque ou d'un chantier, etc. Mais c'est une forme, un entre-deux avec le collectif. 40% en collectif et 18% en hébergement dit autonome, avec des très grands guillemets sur l'autonomie qu'on peut avoir dans ces lieux d'hébergement autonome. Mais c'est un des points, en tout cas, qui prend énormément d'ampleur lorsqu'on arrive en contrat jeune majeur, puisque les jeunes qui vont poursuivre en contrat jeune majeur, 55% d'entre eux sont dans des hébergements dits autonomes. 20%, vous voyez que les deux se réduisent, 20 et 25%, les 18-20 ans, en fait, sont davantage en hébergement autonome. Ça peut être des foyers jeunes travailleurs, normalement ils ont une chambre seule ou une chambre avec quelqu'un d'autre, c'est eux qui font la cuisine, on leur apprend à avoir les capacités pour la vie solitaire par la suite. Alors, que fait-on justement dans ces contrats jeunes majeurs par rapport, si on regarde ceux qui ont 17 ans, on est toujours sur la première vague d'enquête, et on regarde ici, finalement, qu'est-ce qu'ils ont comme habileté et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant justement ce contrat jeune majeur en les comparant aux 17 ans. Donc, les revenus, les jeunes perçoivent de l'argent, en fait, quand ils sont en protection de l'enfance, soit de l'argent de poche, soit après, quand on est en contrat jeune majeur, une allocation jeune majeur, mais l'allocation, elle n'est pas de... là, c'est le revenu médian par mois, 378 € par mois, ce n'est pas l'ensemble de l'allocation jeune majeur, mais certains jeunes peuvent être en apprentissage et gagner de l'argent de l'apprentissage ou avoir un petit job à côté. Mais voilà, en gros, vous voyez qu'il y a une très très grosse différence de revenus entre les mineurs et les jeunes majeurs. Et donc, on voit que de manière très graduelle, on va leur apprendre à gérer ce petit pécule. Donc, quand ils ont 17 ans, finalement, c'est surtout les loisirs et l'habillement qui vont avoir à payer. Et plus on arrive en âge et de manière très graduelle, une fois qu'on a ce poste de dépense, on sait s'en occuper de payer ses propres loisirs. Après, on va payer l'habillement, puis l'argent d'hygiène, puis l'alimentation, le transport. On va payer ses études et on va payer encore très très peu, mais ils peuvent aussi avoir à payer tout ou en partie leur logement avec cet argent-là. Donc, il y a un apprentissage de la gestion budgétaire. Les autres points, on leur a posé la question sur quoi porte principalement votre contrat jeune majeur. Et là, c'est assez clair. Selon l'âge qu'ils ont dans le contrat jeune majeur, le contrat, qui est un projet, porte à 75% pour 75% des jeunes sur les études, la poursuite des études, la poursuite de la scolarité. Donc ça, c'est un premier point. Beaucoup moins, surtout quand on est en début de contrat jeune majeur, sur la recherche de l'emploi, les démarches juridiques, la recherche de logement, les soins médicaux. C'est pas là-dessus que ça porte, c'est vraiment en très grande majorité la poursuite des études. Et même à 19 ans encore, et c'est seulement pour ceux qui vont poursuivre jusqu'à la fin du contrat jeune majeur que là commence à se diversifier ce projet et qu'on peut commencer à préparer éventuellement un projet de recherche de logement, de recherche d'emploi au sein de la protection de l'enfance. Alors, je voulais juste vous montrer un petit peu finalement les modes de sortie de placement. En fait, il faut voir qu'il y a deux sorties charnières en France. Soit il y a ceux qui sortent à 18 ans, au moment de leur majorité, sans contrat jeune majeur,
soit ceux qui vont bénéficier d'un contrat jeune majeur. Et alors là, on a aussi des sorties différentes s'ils bénéficient que d'1 an de prise en charge en contrat jeune majeur ou le contrat jeune majeur entier. C'est pour ça que là, je voudrais vous présenter les résultats selon ces 4 types. Les jeunes qui sont sortis sans contrat jeune majeur, les jeunes qui sont sortis après un contrat jeune majeur court, d'1 an ou de moins d'1 an, un contrat jeune majeur dit moyen, c'est-à-dire qui n'ont pas été jusqu'au bout, jusqu'au 21e anniversaire, mais plus d'1 an, et ceux qui vont vraiment été jusqu'au bout du contrat jeune majeur, donc jusqu'à 21 ans. Est-ce que ça va modifier finalement leurs conditions de sortie pour la suite de leur insertion et de leur passage à l'âge adulte? Alors, parmi les jeunes de 17 ans, et ça c'est un des points qu'on peut pour l'instant montrer, mais on saura vraiment les proportions de sortie, de placement, parce qu'on n'a pas des bases de données qui nous permettent de le faire, il n'y a que Lucie qui les reconstitue. Mais pour l'instant, on peut vous dire que parmi les jeunes de 17 ans en V1, 14% sont sortis sans contrat jeune majeur, 15% sont sortis avec un contrat jeune majeur court, et 71% poursuivaient en CJM au moment de la deuxième vague d'enquête, 18 mois. Donc, il faut juste avoir en tête, là, si vous reprenez le schéma de départ, ceux-là, ils avaient 17 ans en V1, ils ont en moyenne 19 ans en V2, et ils sont soit encore pris en charge, soit ils sont sortis sans CJM, soit avec un CJM court. Et ceux-là, ils ont 22 ans en deuxième vague d'enquête et ils ont plutôt le profil de ceux qui ont eu un CJM long pour savoir ce qu'ils deviennent avec un CJM long. Quand on leur demande qui a décidé de la fin de votre prise en charge, on voit, et ça c'est un des points intéressants parce que l'idée, c'est finalement, mais pourquoi on est en train de restreindre ce contrat jeune majeur? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas l'accorder pour tout le monde, un petit peu comme il y a 40 ans, pour pouvoir poursuivre en protection alors qu'on est dans une période d'allongement de la jeunesse? Et finalement, c'est là où il y a le plus, la proportion la plus importante de jeunes qui disent que c'est eux qui ont décidé de leur fin de prise en charge. Ce n'est pas l'aide sociale à l'enfance. Ceux qui sortent sans contrat jeune majeur à 18 ans sont pour 44% des jeunes qui ont décidé de leur fin de prise en charge. 16% c'est eux d'un commun accord avec l'aide sociale à l'enfance et 37% c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qu'ils ont fait une demande de contrat jeune majeur qui leur a été refusée. Plus on va dans les contrats jeunes majeurs, ceux qui ont déjà contractualisé, et plus on voit que le orange prend de la place, c'est-à-dire que finalement, ce sont des jeunes qui ont fait la démarche d'avoir le contrat jeune majeur, mais là, on a restreint en temps la durée du contrat jeune majeur et finalement, on leur a refusé un renouvellement de contrat jeune majeur, notamment. En jaune, c'est parce que les jeunes ont intégré le fait que de toute façon, ils ne pouvaient pas aller au-delà de la loi. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus être pris en charge. Mais c'est intéressant de voir que, voilà, c'est pas pour autant qu'ils disent non, c'est moi qui ai décidé de sortir. Ils ne pouvaient pas aller au-delà. Et là, ça peut être aussi problématique, c'est-à-dire, est-ce que ces jeunes qui ont été jusqu'au bout du contrat jeune majeur, ils n'auraient pas encore besoin, au-delà de 21 ans, d'être aidés d'une manière ou d'une autre? Si on regarde maintenant les statuts d'occupation après la prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, donc c'est le premier statut d'occupation. Juste après la sortie, où est-ce que vous avez été? On voit que ceux qui sont sortis à 18 ans ou juste avant, 68% sont hébergés. Et plus 68% hébergés, 5% pris en charge par d'autres associations que l'aide sociale à l'enfance, et 27% dans un logement indépendant. Et plus on arrive jusqu'ici dans les contrats jeunes majeurs courts et moyens, et plus les logements indépendants juste après la sortie sont la transition la majoritaire, qui devient majoritaire. En revanche, pour ceux qui ont été jusqu'au bout du contrat jeune majeur, vous voyez qu'on remonte les hébergements. C'est-à-dire que pour là,
effectivement, on se pose encore la question, est-ce que ces jeunes-là, finalement, 21 ans suffit? Alors, ces hébergements, quels sont-ils? Et là, il y a vraiment des différences. Ceux-là, 46% des jeunes qui sont sortis, je crois que c'est vous qui parliez du retour en famille, mais ce sont les jeunes qui n'ont pas bénéficié de contrat jeune majeur. Et effectivement, 46% d'entre eux retournent dans leur famille de naissance. C'est beaucoup, 46%. Et lorsqu'on fait des entretiens avec eux, ils peuvent dire aussi que c'est une période d'expérimentation. C'est-à-dire après des années de protection de l'enfance, finalement, j'ai envie de retourner dans ma famille et je n'ai pas pu avoir cet espace-là avant d'avoir ma majorité. Donc c'est aussi une question importante. 10% sont pris en charge par des amis principalement. Et 8% ils sont hébergés par le conjoint ou la famille du conjoint. Et 5% sont hébergés par la famille d'accueil. Je reprends juste pour l'instant sur les deux antipodes. Vous voyez qu'ici, c'est 11% qui sont hébergés par la famille d'accueil. En fait, on a ces trajectoires très longues et très stables en protection de l'enfance où les jeunes ont été placés très jeunes, sont restés toujours dans leur famille d'accueil et la transition se fait de manière un peu naturelle où ils restent toujours dans leur famille d'accueil au-delà de la prise en charge. Donc c'est aussi intéressant de voir quand on fait une étude sur une population, disons, représentative de l'ensemble des jeunes placés, toute la diversité des parcours au moment de la sortie de prise en charge. Le orange, ce sont ceux qui n'ont pas trouvé de logement, qui n'ont pas trouvé l'entourage pour pouvoir les aider et qui ne sont pas suffisamment indépendants pour pouvoir se payer un logement. Et donc ils sont pris en charge par des services d'autres associations et aussi des associations d'anciens placés et les associations pour les aides au sans-domicile aussi. Il faut avoir aussi en tête peut-être les chiffres en population générale du même âge. C'est-à-dire qu'à 18-20 ans, il y en a seulement 9% qui ne vivent plus chez leurs parents. 9% à l'inverse de ça. Et 26% parmi les 21-22 ans. C'est-à-dire que de toute façon, on est encore dans des âges où on vit, où on est aidé pour vivre chez leurs parents. Alors, ces sorties, pour certains, c'est une sortie précoce par la maternité, mais pas pour tous les jeunes de la même manière. On a maintenant, depuis très peu de temps, une étude qui nous permet d'avoir des comparaisons solides avec la population générale du même âge et pouvoir regarder non pas sur l'ensemble des jeunes du même âge, mais plutôt issus des catégories plus modestes. Donc là, la comparaison, elle est par rapport aux jeunes du même âge issus de parents ouvriers ou employés. Combien en France, combien de jeunes de 18-19 ans ont déjà un enfant parmi les filles et parmi les garçons en population générale, mais de milieu modeste? 6% à 18-19 ans. Parmi les jeunes d'ELAP, jeunes filles d'ELAP, c'est 15%. Et à 21-22 ans, on voit que là aussi, elles ont davantage eu un enfant qu'en population générale. Et Céline reviendra dessus tout à l'heure. Juste pour vous montrer où se placent ces proportions de jeunes filles qui ont des enfants. Ce sont les sorties précoces aussi. C'est une manière de sortir par la maternité et on le retrouve davantage parmi les jeunes filles. Alors on est sur des effectifs faibles, il faut faire attention, mais 37% des jeunes filles sorties sans contrat jeune majeur ont déjà un enfant ou sont en train d'attendre un enfant. Donc c'est beaucoup. Par contre, vous l'avez aussi parmi les CJM moyens. Et là, on peut se poser aussi la question de est-ce que c'est le fait d'être enceinte ou d'avoir un enfant qui fait qu'on ne fait plus de renouvellement de contrat jeune majeur. C'est une possibilité en tout cas. Mais
beaucoup moins parmi les jeunes filles qui ont eu un CJM entier, où elles sont dans une transition à l'âge adulte différente, notamment par les études, on va le voir. En revanche, pour les garçons, les proportions sont faibles, on ne peut pas en dire grand-chose. Donc c'est vraiment une stratégie d'entrée dans la vie adulte féminine. Maintenant, en quoi le contrat jeune majeur peut aider les jeunes pris en charge? Il peut aider notamment à poursuivre les études, on l'a vu tout à l'heure, et à obtenir un diplôme. On voit que les jeunes à 18-19 ans, finalement, si on les compare à 18-19 ans avec la population générale, ici on a 44% des non-MIE, les mineurs isolés étrangers, je les mets de côté parce que c'est un parcours scolaire qui est un peu différent. Et donc, regardons juste ces deux colonnes. Vous voyez qu'il y a une très grosse différence de niveau d'études à 18-19 ans avec la population générale. Pourquoi? Tout simplement parce que les jeunes pris en charge redoublent plus, ou même c'est par le redoublement qu'on les a repérés pour rentrer en prise en charge. Non pas, il n'y a pas que ça comme problème, mais c'est un des points. Ils ont eu un retard scolaire. Et ce retard scolaire, lorsqu'on regarde les jeunes donc, qui ont bénéficié d'un contrat jeune majeur, vous voyez que les inégalités de diplôme ont tendance à se réduire particulièrement. Donc le contrat jeune majeur permet, disons, la réduction avec une population générale toujours de jeunes, avec les jeunes issus de parents ouvriers ou employés. Donc même si comme ils sont dans un rattrapage des études, on voit que par contre les diplômes du supérieur au bac, le baccalauréat, sont encore avec certaines distinctions. Et là encore, on voit vraiment très clairement que, toujours avec nos catégories, ce sont les jeunes qui sont sortis sans contrat jeune majeur ou avec un contrat jeune majeur court, qui eux sont le moins en études, et que c'est vraiment, il faut attendre des contrats jeunes majeurs beaucoup plus longs pour pouvoir bénéficier du premier diplôme. C'est-à-dire que ceux-là n'ont aucun diplôme, ceux-là ont un diplôme de type CAP. Alors je ne sais pas ce qui est comparable avec chez vous, mais CAP c'est un diplôme qui donne... certificat d'aptitude professionnelle. Voilà. Donc c'est un diplôme qui, qui donne peu de ressources encore aux jeunes pour trouver un emploi par la suite. On a 41% qui ont le bac quand ils ont obtenu un CJM entier. Donc c'est pas encore des très très hauts diplômes, mais ça n'a rien à voir avec les jeunes qui sortent précocement de protection de l'enfance. Et là, on le voit clairement. Donc, si vous reprenez toujours, là, la première, c'est ceux qui sont encore pris en charge, ceux qui sont sortis sans contrat jeune majeur. En bleu, ceux qui ont eu un contrat jeune majeur court, et en noir, ceux qui ont eu un contrat jeune majeur moyen ou long. Et dans ces cas-là, vous voyez, soit ils sont en deuxième vague d'enquête, en formation, en emploi, ou sans formation ni emploi. Vous voyez clairement que c'est dans le cadre de la protection de l'enfance qu'on peut poursuivre les études en grande majorité, que les jeunes qui sont sortis précocement sont ceux qui sont le plus sans emploi et sans formation à la deuxième vague d'enquête, et ce sont ceux qui ont bénéficié d'un contrat jeune majeur moyen ou entier qui sont davantage en emploi en seconde vague d'enquête. Et là, on le voit très clairement, si vous regardez la proportion de jeunes selon leur situation face à l'emploi ou les études donc en seconde vague d'enquête par rapport à la population générale, vous voyez que 15% des jeunes de 18-19 ans en France sont en emploi, 9% en apprentissage, ce qui leur permet d'avoir un revenu tout en poursuivant les études, 50% en études non rémunérées, 20% en recherche d'emploi et 5% inactifs. Et bien clairement,
vous pourriez mettre cette proportion-là juste au milieu entre ceux qui sont les 18-19 ans qui sont encore pris en charge et ceux qui sont sortis. Et on a vraiment une proportion juste médiane entre les deux. C'est comme si on coupait la population en deux. Ceux qui veulent poursuivre des études, c'est par le contrat jeune majeur. En revanche, ceux qui ne veulent pas poursuivre des études, il n'y a pas de contrat jeune majeur. Donc c'est un des points très problématiques parce qu'on est en train de filtrer la population des contrats jeunes majeurs. Disons que parmi les vulnérables, on garde les moins vulnérables parmi les vulnérables du fait de la notion d'aide par projet. Et là, vous voyez que les proportions sont relativement équilibrées à 21-22 ans entre ceux des LAP et ceux sortis. Là, ce tableau avait plus un intérêt ici. Alors, quelles conséquences cette sortie pour les jeunes placés? On leur a posé une question, c'est la fin de votre prise en charge a-t-elle entraîné un arrêt de vos études, l'arrêt d'un traitement médical, l'arrêt d'un suivi psychologique ou d'autres arrêts? Et en fait, ce qui ressort clairement dans les autres arrêts, c'est l'arrêt d'un logement, l'arrêt d'un financement. Donc ça, c'est aussi un point intéressant parce que c'est ce qui ressort le plus. En revanche, et ça c'est, disons que toutes les études sur le devenir adulte nous disent finalement la sortie de placement c'est un lâchage institutionnel. Ce type d'étude permet aussi de relativiser certaines conclusions parce qu'on voit quand même que pour les 2 tiers, il n'y a eu aucun arrêt. Ce n'est pas la prise en charge, la fin de prise en charge qui a entraîné l'arrêt des études. C'est pas ça. Donc c'est intéressant aussi de le voir. Finalement, c'est davantage l'anticipation des choses, c'est-à-dire que on a fait des analyses un petit peu plus poussées et on voit bien que c'est j'ai arrêté mes études et c'est pour ça que je n'ai pas eu de contrat jeune majeur. Mais ce n'est pas le contrat jeune majeur qui arrête mes études. C'est dans ce sens-là, en fait. C'est une nuance qui est importante à avoir, quand même. On a d'autres services aussi qui aident les jeunes pour, disons, poursuivre des services sociaux de droit commun pour poursuivre l'accompagnement. Mais l'accompagnement qu'on peut bénéficier en protection de l'enfance prend ensemble à la fois le logement, l'accompagnement éducatif, le financement et donc beaucoup plus de choses. Mais là, disons que vers où vont-ils une fois qu'ils sont sortis de prise en charge? En grande partie, c'est la mission locale. La mission locale va les aider plutôt à continuer à soit reprendre une formation, soit avoir des moyens de trouver un job ou d'autres aides comme maintenant on a la garantie jeune en France, c'est-à-dire une formation mais très très professionnalisante. Et donc vous voyez que 28% et au maximum 37% des jeunes sont suivis par la mission locale par la suite. Après, il y a les services sociaux en ville, la protection maternelle et infantile, 8% sont suivis par la protection maternelle et infantile, Pôle emploi pour l'emploi ou d'autres institutions. Mais là, quel que soit l'âge à la sortie, à peu près autour de 2 jeunes sur 5 n'ont plus du tout d'aide, de services qui les suivent une fois qu'ils sont sortis de prise en charge. Et finalement, l'aide au contrat jeune majeur, c'est une aide où normalement tout le monde pourrait en bénéficier jusqu'à leur 21e anniversaire. Donc on s'est posé quand même la question, est-ce que on vous a dit que vous pouviez revenir? Parce qu'on voit bien, notamment pour les jeunes qui sortent précocement et qui disent que ça vient d'eux cette décision, mais on est dans un âge d'expérimentation, on a besoin d'aller revoir, se confronter à sa famille, mais on n'est pas sûr que ça marche, ou en tout cas d'avoir un premier job, est-ce qu'on peut revenir? On leur a posé la question, en cas de besoin, pouvez-vous revenir demander de l'aide ou un conseil auprès de l'aide sociale à l'enfance? On est loin des 100% de jeunes qui nous disent oui, oui, mais quand même, 68% ont ce sentiment d'avoir un filet de sécurité et de pouvoir
venir redemander de l'aide. Non pas pour autant avoir un contrat jeune majeur, ça peut être juste un conseil, mais il y a un point encore, je dirais, il y a un petit fil avec l'institution une fois qu'ils sont sortis de prise en charge. Donc on n'a pas que des résultats, je dirais, négatifs sur la suite. Donc juste pour vous dire, nous en France, on a en fait cette seule aide qui est le contrat jeune majeur pour les jeunes de 18 à 20 ans. Qui sont pris en charge par la protection de l'enfance mineure et pour qu'ils puissent poursuivre par la suite. Elle est normalement ouverte aussi à tous les jeunes de 18 à 20 ans. C'est loin d'être le cas en réalité. On n'a rien d'autre. Une fois majeur, il faut attendre 25 ans pour pouvoir bénéficier des allocations, du revenu minimum, etc. Donc on a un moment de creux dans les aides sociales entre 18 et 25 ans, et on a cette aide qui est remise en cause aujourd'hui de plus en plus, mais qui existe et qui finalement montre à quel point on arrive quand même à faire des choses avec les jeunes, même si en période de restriction budgétaire, on la filtre de plus en plus sur les jeunes qui vont le mieux possible. Donc c'est un des points importants. Et donc j'ai déjà avancé ce que je disais, c'est une aide très filtrante qui laisse quand même de côté des jeunes, soit qui n'adhèrent pas à l'aide par projet. Et l'étude que fait Isabelle Lacroix dans notre équipe sur la participation des jeunes nous montre à quel point finalement les jeunes participatifs, c'est pas n'importe qui, ce sont quand même des jeunes qui sont plus dotés au niveau des bagages scolaires, qui sont plus dotés de possibilités d'aller recueillir les aides à droite et à gauche, et finalement ceux qui sont moins dans la participation et dans l'engagement, puisque un contrat jeune majeur, c'est un engagement. C'est un des premiers engagements pour les jeunes protégés. Ils doivent s'engager à poursuivre leurs études. Finalement, on les laisse davantage de côté. On a aussi des jeunes qui en ont ras-le-bol d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'on peut comprendre, puisque quand même, parmi l'ensemble de ces jeunes, ils sont restés en moyenne 8 ans en protection de l'enfance. D'aller voir ailleurs, d'être dans cette période d'expérimentation, et finalement, est-ce que c'est véritablement possible de retourner à l'aide sociale à l'enfance une fois qu'on a fait ses propres expérimentations? C'est un des points aussi à poser comme question. Enfin, c'est un enjeu politique fort en ce moment, notre questionnement autour de cette aide aux jeunes majeurs, qui est totalement à l'inverse de ce qui se passe dans l'équipe de Mark Courtney, donc aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont réalisé une étude avant ELAP, avant EGEP. C'est une étude longitudinale sur les enfants placés aussi, où ils les ont vus à plusieurs reprises. Ils l'ont réalisé, maintenant ça fait plus de 10 ans, 12 ans je crois qu'ils sont dessus. Et j'ai eu tout un échange avec Mark Courtney qui disait que finalement c'est cette étude qui a fait bouger les choses, et maintenant, dans 15 États, ils ont mis en place une extension de l'aide jusqu'à 21 ans. Alors que nous, on est en train de regarder s'effriter une aide aux jeunes majeurs en France, alors qu'elle a tout son sens. Donc, vous, je crois que vous ne l'avez pas, mais il y a peut-être un enjeu aussi, dans ces études, de montrer que peut-être 18 ans, pour certains, ça ne suffit pas. Et voilà, ça sert aussi à ça, ce type d'études. Bon, bah merci. Je pense que ça vaut la peine de prendre quelques questions. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez des questions, on va poursuivre après avec d'autres présentations. Oui, tu rappelais que l'étude a été menée dans 5 départements différents et qu'il y avait des différentes pratiques dans les modes de placement selon les types de territoires. Je me demandais, est-ce que vous avez ou est-ce que vous allez faire des analyses sur le constat de différence dans les parcours juvéniles selon les 7 territoires que vous avez suivis, et aussi sur les, des possibles inégalités territoriales dans la manière dont on accorde ou pas un contrat jeune majeur, ou la manière dont un contrat se termine pour les jeunes. Oui, alors
deux choses. Au niveau du territoire, si c'est pour regarder si ce sont des territoires qui ont plus de chômage, où donc l'entrée dans la vie adulte dans ce territoire de toute façon sera plus compliquée, plus complexe. Toutes ces études-là, je pense que Lucie, c'est quelque chose qu'elle va vraiment travailler. Ce qui est davantage des politiques, on peut vraiment voir des choses intéressantes. Si ce n'est que nous, dans notre partenariat, on a bien expliqué qu'on ne ferait pas d'analyse par département. Un, parce que très rapidement, tu as plus grand monde dans les départements. Et deux, parce que ça fait aussi partie des angoisses, je pense, des politiques sociales, c'est d'être évalué tout le temps. Et qu'on n'a peut-être pas les moyens par cette étude de faire ce type d'évaluation. Donc c'était peut-être pas pertinent. Mais on peut le faire par des groupes, c'est-à-dire plusieurs départements qui travaillent à peu près de la même manière. Et je te donne juste un exemple. Les contrats jeunes majeurs dans le Nord et le Pas-de-Calais, mais pour de temps en temps, ça peut être le Pas-de-Calais et la Seine-et-Marne. Hein. Mais là, c'est les contrats jeunes majeurs dans le Nord et le Pas-de-Calais sont reconduits pratiquement systématiquement tous les 6 mois. Donc, ils ne tiennent même pas une année scolaire. Le contrat jeune majeur est très très court. À la différence en Île-de-France, c'est plutôt autour de 1 an. Le contrat jeune majeur. Donc on voit bien des types de prise en charge différentes et on peut en déduire des choses intéressantes. Nous on regarde systématiquement au moins par région ou par d'autres groupes que les régions, les départements et les politiques départementales. Voilà, dans le Nord et le Pas-de-Calais, c'est principalement des familles d'accueil. Ce n'est pas du tout le cas en Île-de-France. Donc ça c'est intéressant. Donc on arrive à voir les choses. Sonia? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est plus une question sur la clientèle chez vous. Là, vous disiez que peu importe l'âge à l'entrée du placement, il y a une grande majorité des jeunes qui n'en sortiront pas avant l'âge de 18 ans. Je pense que c'est 70%. Oui. Ça, je ne sais pas, Martin, mais il me semble que chez vous, beaucoup moins que ça. Ça veut dire que vos jeunes, quand ils sortent de placement, il y en a une bonne partie qui ont cumulé plusieurs années en placement au moment où ils sortent à 17-18 ans. Là. Ça, c'est vraiment une étude, c'est la première étude d'ELAP, hein, c'est-à-dire à partir des dossiers archivés où on a reconstitué la trajectoire d'une cohorte d'enfants qui étaient nés tous la même année et on a regardé vraiment mesure par mesure à quel moment ils rentraient, à quel moment ils sortaient, éventuellement faisaient des allers-retours et étaient replacés. Et ça a été, disons, un étonnement aussi de ma part, je ne m'attendais pas à ça, mais on voit bien que les sorties précoces, mais très précoces, je me prends le même terme, mais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire des placements très courts où les jeunes retournent dans leur famille et on ne les voit plus du tout, en fait, il y en a très peu. Donc ça réinterroge quand même toute la question du lien avec les parents, du travail réalisé pendant le placement pour que ces placements soient courts, effectivement. Et je pas sûr qu'en France, on soit très fort de ce côté-là. Hein. On va faire la comparaison. Oui, ça sera très intéressant. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Hein.